nous avons invité Dr Karim Ketabi, qui est psychiatre. Il avait une activité hospitalière, mais actuellement, il a une activité uniquement libérale dans le Paris 6e. Il va nous parler ce soir du paradigme indiciaire à l'épreuve du quotidien. Contemporain. Et donc, il a fait exprès de laisser un peu de suspense dans son texte de choix pour le titre de son exposé. Il a dit qu'il va laisser un peu de suspense et que les gens ils vont découvrir petit à petit au fur et à mesure de son conférence un peu les subtilités de son discours. Mais Rome avait demandé de faire une présentation le jour des élections, et juste après les élections, donc quelque chose qui soit un peu léger et pas trop indigeste. Donc ça se veut léger, pas trop indigeste, on verra bien. Okay. Voilà. Merci Karim. دوستان و همکاران عزیز، خوشحالم میبینمتون، ولیکن با عرض پوزش و درود گفتار من به زبان فرانسوی خواهد بود. دلیل اصلیش هم اینه که فارسی من خیلی کنده، بنابراین فرانسوی زبان مادری منه. تیتر هست پارادایم سرنخ در برابر آزمون معاصر که به فرانسوی، حالا یکمی جلو بریم، on va ajouter le médecin et le paradigme indiciaire à l'épreuve du contemporain. Donc Méran m'avait demandé un sujet un jour où on serait un peu tous fatigués. Bon, il se trouve que celui qui est fatigué aujourd'hui c'est moi, je rentre d'Iran, j'ai atterri il y a quelques heures, voilà. Comment m'est venue l'idée de ce sujet? D'abord c'est à partir d'un texte que j'avais lu il y a longtemps, d'un auteur qui est un historien italien, Carlo Ginzburg, selon les prononciations, mythe, emblème, trace, morphologie et histoire. Et il avait publié un texte qui s'appelait Trace à la fin des années 70. Donc je vais me servir de ce texte un peu comme fil guide à mes propos. De façon quand même à poser les choses et de ne pas trop se disperser. Donc c'est quelqu'un qui appartient à un courant qu'on appelle la micro-histoire. Hein. Je vais poser quelques jalons, quelques balises. La première, c'est notre ministre de la Santé qui montait 4 à 4 les marches de Matignon pendant le Covid, et à qui un journaliste posait la question de ce qu'on allait faire. Et il lui avait répondu dès que les choses seront gravées dans le marbre, on pourra le faire. Voulant faire référence à sa lecture ou à sa vision de la science. Or précisément, donc moi je vais parler un peu de la manière dont je conçois les choses. La science, c'est tout sauf ça. La science, ça s'écrit dans la glaise. Hein. La science, c'est comme la mauvaise colle, ça ne doit pas durcir. Ça, c'est un premier point important. Le deuxième, c'est, somme toute, comment j'envisage la question de la science. Disons que c'est au travers des philosophes un peu de la question, des épistémologues. Hein. Bon, on peut citer Popper sur la question de la falsification de l'hypothèse, mais surtout, celui qui nous intéresse, c'est Kuhn, parce que c'est lui qui va formaliser, mettre en avant la notion ou le concept de paradigme, qui est donc de dire que l'idée dominante, le consensus, c'est ce qui va faire foi de science, le temps que ça dure. Et c'est là-dessus qu'on s'appuie la plupart du temps aujourd'hui pour essayer de définir ce qu'est la science, et pas du tout une question de précision ou d'exactitude, ou tous ces concepts assez erronés en science et dangereux. Donc je ne vais pas respecter ce qui se fait d'habitude dans une présentation scientifique, puisque je vais vous parler de petites histoires, mais c'est la spécialité de notre auteur aussi. Donc moi j'ai choisi les miennes. La première, c'était il n'y a pas si longtemps, je regardais un reportage sur Arte, et c'était à propos de l'intelligence artificielle. Donc pour la première fois, une intelligence artificielle opposée à des experts radiologues sur la question des mammographies obtenait de meilleurs scores de réussite. Et donc on interviewait les concepteurs de cette IA. Et le journaliste posait la question: comment procède l'IA? Et de façon très sincère, les concepteurs ont répondu: nous ne savons plus. Ils ont dit: nous ne savons pas, nous ne savons plus. Donc l'outil, comment fonctionnait l'outil? L'outil fonctionnait d'une manière
dont le concepteur ne savait pas comment il aboutissait à ces résultats. La deuxième étude, elle est publiée sur le site de Sanofi, sur l'IA. Effectivement, un panel d'experts radiologues est testé et il y a une tumeur dont la taille, on va dire, fait 1. Et les filous ont glissé dans l'image, une image qui est 47 fois plus grosse d'un singe. Et on demande donc à ces radiologues de décrire ce qu'ils voient. Bon, voilà. Le pourcentage de radiologues qui ne veulent pas voir le singe, 47 fois plus gros que la tumeur, c'est 80%. Hein, alors que l'IA l'a vu tout de suite en disant là il y a une anomalie grossière. Une autre histoire, donc je vais faire ce qu'on ne fait pas d'habitude, je vais parler un peu de moi. Mais je vous rassure, quand les gens font des présentations très scientifiques, ils sont quand même toujours en train de parler un peu d'eux-mêmes, quelque part. Mais le propos se veut non subjectivé. Donc quand j'étais étudiant, j'étais externe, j'avais aussi les fonctions de faisant fonction d'interne en réanimation. Et c'est une époque où effectivement, je me prenais un peu pour Superman. Voilà, c'était un Superman, avant qu'il sache voler. Voilà, pris donc ce qu'on appelle en psychanalyse un fantasme de toute puissance. Donc c'était un travail très intéressant et où, arrivé à un certain stade des études, on pouvait intégrer, ou en tout cas voilà, une intégration des savoirs qu'on nous avait appris. Et je me retrouve en stage d'externe en rhumatologie et c'est le premier jour de la visite du chef de service, un monsieur qui s'appelait, j'espère qu'il s'appelle toujours le professeur Menkes, voilà. Et donc on va faire la visite et donc c'est quand même un service, c'était un service de rhumatologie en tout cas de très haut niveau, donc l'interne, le chef de clinique, des gens très compétents, voilà, et donc on rentre dans la chambre d'un monsieur dont on nous annonce que c'est une sciatique résistante. À peine on était rentré dans la chambre que cet homme me regarde et me demande « Qu'as-tu vu ?» Bah, moi, j'avais pas vu grand-chose. Hein. Et il me dit dans la foulée, c'est grave. Et effectivement, il avait raison, puisque malgré le suivi en ville de cet homme, malgré l'interne, la chef de clinique, quand il a demandé à ce qu'on réexamine l'imagerie et ainsi de suite, on a découvert qu'effectivement, il y avait des micrométastases osseuses et que c'était pas une sciatique, c'était vraiment un autre problème. Sauf que lui, il l'avait saisi dans l'instant. La dernière histoire est un peu plus longue. Donc c'est sur la base du travail de notre auteur. Donc entre 1874 et 1876, on a publié une série d'articles dans une revue allemande d'art, où un auteur absolument inconnu, russe, traduit par un autre auteur absolument inconnu, met en avant une nouvelle méthode pour expertiser les tableaux. Et au fil des articles, il va attribuer ou réattribuer un certain nombre d'œuvres dans les musées à différents auteurs, différents peintres. Il va écarter des copies, il aboutit à des résultats absolument remarquables et en rupture avec ce qui se faisait auparavant. Alors ce que Gainsbourg ne dit pas, c'est que l'auteur en question ne s'affranchit pas des méthodes antérieures, qui étaient de voir l'œuvre dans sa globalité, l'école, l'ancienneté, des peintures et ainsi de suite. Mais ce qu'il va lui proposer surprend parce que lui il s'intéresse aux ongles, à la forme des orteils, des oreilles, à des détails insignifiants en apparence, et de dire que pour reconnaître somme toute la signature d'un peintre, il faut aller s'intéresser aux parties où justement son attention est la moins présente et où les copistes également ne vont pas se prendre d'une forme d'imitation. Et donc, en regardant la forme des ongles, des lobes d'oreilles, et ainsi de suite, il va réattribuer un certain nombre de travaux de peinture de façon assez précise et avec un très bon succès. Un autre personnage va croiser son travail, c'est le jeune Freud.
Alors de façon assez étonnante, tous les historiens de la psychanalyse sont totalement passés à côté de ça. Alors même que Freud en parle dans ses textes, et alors même que dans la bibliothèque de Freud se trouve l'ouvrage qui va être ensuite édité de cet homme-là. Cet homme-là publie sous un pseudonyme parce qu'en fait il est député, c'est un député italien, voilà. Et donc son nom ne sera connu que par la suite. Et Freud soulignait que sa méthode ressemble beaucoup à ce qu'il essaye de mettre au point au nom de la psychanalyse, c'est-à-dire s'intéresser aux rejetons de la pensée, du discours, aux erreurs, donc les lapsus, voilà. Donc selon les hypothèses que formule Carlo Ginzburg, Freud a dû croiser les travaux de Morelli, une première fois en 1883 et sans doute en 1895. L'interprétation des rêves, qui est quand même le premier travail important de Freud, date de 1899. Hein. Le premier texte est remis pour impression en 1899, et l'imprimeur va d'ailleurs tricher, va mettre comme date d'édition 1900, parce que ça fait mieux un siècle avant qu'un siècle derrière. Mais le texte date de 1899. Et à la même époque, un autre auteur va sortir des textes, une histoire, avec un personnage qu'on connaît bien, Sherlock Holmes, et c'est Conan Doyle, voilà, qui va mettre en avant donc la recherche donc, de précisément l'indice. Hein. Donc c'est pour ça que moi j'ai employé le mot sarnar en persan, parce que sarnar c'est l'indice, et qu'effectivement le mot en persan souligne bien que si on tire sur la ficelle, on peut la dérouler et avancer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Freud, Morelli et Doyle partagent une chose en commun. Ils sont tous les trois médecins. Donc ce sont trois médecins qui, dans le fond, imprégnés d'une méthodologie qui est la sémiotique médicale, hein, vont, dans différents domaines, y trouver une application avec les évolutions que l'on connaît. Ce que souligne Ginzburg, c'est que quand même la question du paradigme donc indiciaire, sur lequel qu'il essaye d'objectiver, est une très vieille histoire en fait. Hein. Le chasseur observait une trace, et à partir de cette trace, par inférence, on faisait des déductions. Ici est passé un animal, un mâle, une femelle, blessé, pas blessé, enfin, et ainsi de suite. Et que, somme toute, ce chasseur-là, ce chasseur des origines, était déjà en train d'écrire une histoire, hein, d'inventer une histoire, d'où venait la bête, où allait la bête, ce qu'il en était. Ginzburg poursuit son travail avec la question, effectivement, de la divination, hein, en démontrant et en retrouvant dans des textes mésopotamiens, donc au milieu de l'interprétation, donc sur la base d'indices toujours, hein, les entrailles, ce qu'il en est, et ainsi de suite, donc une projection dans le futur. Au milieu des textes divinatoires mésopotamiens, on retrouve aussi le fait que si quelqu'un a un strabisme bilatéral divergent et qu'il a eu il faut suspecter un traumatisme crânien. Voilà, donc c'est les paralysies des nerfs crâniens. Mais ça, c'est au sein de textes divinatoires. La question du paradigme indiciaire se cache en fait dans de très très nombreux domaines. Au temps présent, dans la loi, on peut nommer la jurisprudence. La jurisprudence, c'est un paradigme indiciaire. C'est aller rechercher quelque chose qui, dans le passé, a été fait pour dire que, au nom de ce passé, aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut réattribuer les choses. On retrouve aussi le paradigme indiciaire dans une histoire qui est assez connue, qui va être reprise par Voltaire et ainsi de suite, qui est l'histoire des trois princes, hein, qui vont être arrêtés parce qu'ils décrivent un chameau qu'ils n'ont jamais vu, mais dont on suspecte qu'ils ont volé ce chameau, puisqu'ils le décrivent parfaitement. Et c'est donc l'histoire
dites d'origine persane, des trois princes de Sarandip, dont il y a quelques années on va être tiré un mot, un néologisme va être forgé, la sérendipidité, absolument imprononçable, sauf pour nous, parce qu'on sait que c'est Sarandip, pour désigner en recherche ce qui permet tout d'un coup à quelqu'un d'avoir en quelque sorte un éclair, le blitz, pour mettre en avant une découverte scientifique, pour formaliser une découverte. Et des histoires de cette nature, on en connaît beaucoup. Donc le travail de Morelli a été somme toute d'objectiver une chose, c'était que c'est la question de la partie pour le tout, et donc ce qu'on appelle dans le langage, dans la grammaire, la métonymie, et l'effet pour la cause sous l'aspect de ce qu'on appelle la métaphore. Donc effectivement, la quête de la trace, c'est une métaphore. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que dans le fond, ce qu'avait vu ce professeur en rentrant dans la chambre, que les autres n'avaient pas vu en un temps infinitésimal, c'était la posture antalgique. C'est ça qu'il fallait voir, c'était la douleur qu'il a vue. Et il savait que cette douleur, sur le visage de ce patient, n'était pas la douleur d'une sciatique banale, ordinaire, résistante. Il savait que le problème était tout autre. Donc effectivement, c'était une interprétation indiciaire, mais qui lui permettait d'envisager ou de déployer par la suite un autre raisonnement et d'avancer. Parce que, dans le fond, comment fonctionne la médecine? Globalement, on reçoit un patient, et d'ailleurs ce professeur avait fait afficher dans la salle de staff, en gros, 80% des diagnostics en rhumatologie sont faits à l'interrogatoire. On l'interroge, on lui pose des questions, on l'examine, on prescrit des examens, bref, on va extraire des données, des paramètres. Et ces paramètres, par une opération de réduction qu'on appelle une opération diagnostique, vont permettre à ce moment-là, sur la base d'un consensus qui est donc le discours de l'université, de la faculté, de proposer une stratégie de traitement, et ça marche en général quand même plutôt pas mal. Dans le champ qui est le mien, il faut distinguer une nuance, c'est que si le savoir est extérieur au sujet, en médecine, c'est-à-dire que quand on fait le diagnostic, le savoir, il est écrit ailleurs, il est écrit en dehors du sujet, c'est la faculté. Dans le champ psychique, une partie du savoir, c'est quand même le sujet lui-même, parce qu'on est dans la subjectivité, ce qui est propre au sujet. Donc il y a à la fois un savoir extérieur, mais il y a quand même une partie du savoir, c'est le sujet. Et la clinique indicielle, elle est très importante dans notre pratique. Néanmoins, et c'est là-dessus que je vais bientôt m'arrêter, la connaissance médicale, tout comme la connaissance de l'historien, est donc une connaissance qui est indirecte, qui est indiciaire et qui est conjecturale. Et ce que l'on observe depuis un bon moment, c'est une évolution du qualitatif vers le quantitatif. On veut des données, on veut des paramètres. Donc en psychiatrie, on l'a vu avec l'attribution et la mise au point de codification, de classification sur la base de critères dits diagnostiques, dits athéoriques. Et on a vu au fur et à mesure totalement un effacement de la clinique indiciaire. Alors on la voit réapparaître parfois en médecine, là où on ne l'attend pas. La conférence de consensus sur les intoxications éthyliques aiguës aux urgences, le signe qui a la meilleure valeur prédictive, c'est pas le nystagmus, c'est pas l'ataxie, c'est l'impression globale. Autrement dit, quand on demande à des médecins leur impression globale, si quelqu'un est sous l'emprise de l'alcool en l'occurrence, c'est là où on aboutit quand même à la meilleure équation avec le dosage, avec la prise de sang. Donc la question aujourd'hui est que, donc c'est une question que je vous livre, moi j'ai pas encore la réponse, et à laquelle je réfléchis un peu, c'est que
On est en train d'accepter que des machines, dans le fond, retrouvent des éléments d'une clinique un peu oubliée, écartée. L'evidence-based medicine, c'est écarter la clinique indicielle. Ce sont des études, c'est des statistiques, c'est en double aveugle, c'est avec donc des pondérations statistiques. Sur ce point-là, je devrais quand même rappeler que nombre de fois dans nos études, on oublie les hypothèses, donc la question popperienne, on oublie l'hypothèse qui est que la variable observée, évaluée, doit suivre une loi statistique, et que si elle ne suit pas cette loi statistique, vouloir faire des statistiques avec cette variable est incorrect mathématiquement. Donc c'est la question des tests paramétriques versus les tests non paramétriques, là où on ne formule pas d'hypothèse sur le fait qu'une variable va suivre ou non une loi. Donc tout ça pour poser la question. Il y a quelques mois, une IA produit des résultats remarquables et on est prêt à l'accepter les yeux fermés, alors même que très probablement cette machine, cette IA a appris à reconnaître des indices que les radiologues ne savent plus reconnaître ou qu'on leur a demandé de ne jamais accepter parce que trop aléatoire, parce que sujet à dérive éventuellement. C'est pour ça que j'ai posé un cadre au début, j'ai dit la science c'est ça. C'est qu'il ne faut pas oublier le cadre, il ne faut pas oublier la nosographie, la question n'est pas là. Donc c'est ça la question de ce qui nous attend demain. Est-ce que c'est nous qui allons décider ou est-ce que nous allons nous appuyer toujours sur ce qu'une IA va nous proposer en tant que le résultat pourrait être plus pertinent et en tant que notre société est prête à accepter ça et pas la subjectivité d'un discours, d'une analyse, d'une interprétation qui serait celle d'un humain, un médecin. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça ma question, et j'ai pas la réponse, voilà. Mais, donc voilà, moi je voulais rappeler quand même qu'une partie de notre travail, à notre insu, y compris dans la recherche, se passe dans un espace non conscient, inconscient, peu importe, d'où la métaphore de la vue dans l'obscurité, effectivement, où c'est la rétine périphérique qui travaille, mais elle travaille quand même, on aperçoit des choses, pour s'interroger de l'évolution à venir et qui arrive à très grande vitesse, très très grande vitesse. Que sommes-nous prêts à accepter? De quoi sommes-nous prêts à débattre? Alors que nous avons une tradition très ancienne, la tradition hippocratique. Le principe de la tradition hippocratique, c'était de dire nous ne savons rien de la maladie, donc nous allons en étudier les symptômes. Ce sont ça les signes, donc c'est la question de l'étude du signe. Et donc voilà, les machines sont en train d'étudier de nouveau, d'apprendre par elles-mêmes la question des signes que nous avons écartés et que nous voulons écarter au nom d'une jurisprudence, au nom d'une exactitude, au nom d'une non-prise de risque. On n'a pas le droit à l'erreur, ou dans une certaine mesure. Voilà. Qu'est-ce qui va en être? Et moi je pense que si la communauté scientifique, en particulier médicale, ne s'active pas très sérieusement sur ces questions, il ne faut pas oublier que les scénaristes hollywoodiens ont fait grève parce que leur crainte était que les IA écrivent des scénarios, ce qu'elles ont commencé à faire. Je trouve que l'actualité médicale, en tout cas, ne s'empare pas de ces sujets-là de la manière correcte et avec l'efficacité qu'il faudrait pour réfléchir. Enfin, moi, j'ai rien vu encore qui sorte de pertinent. Voilà. Donc ça finit avec une question, pas avec une affirmation. Merci.